La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Cette phrase a été prononcée par le chef de l'État le 18 janvier de cette année 2025 à l'occasion des échanges de vues avec les corps diplomatiques. Nous allons en parler au cours de cette émission avec le nouvel invité de cette année, Maître Jean-Paul Ongala. Vous êtes un visage familier aux téléspectateurs du magazine Excellence. Bonne année, meilleurs vœux et bienvenue. Merci beaucoup, d'éco-journalistes. Merci pour votre invitation au cours de cette année parce que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, ça date de 2023. En 2023. Et voilà, aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous avez levé la mesure de suspension que vous m'avez imposée. Pas du tout, voilà. Vous n'êtes pas suspendu, vous êtes toujours le bienvenu à cette émission. Je rappelle que vous êtes juriste, bien sûr, avocat. Bien sûr. Et nos téléspectateurs vous sont déjà familiers, je l'ai dit tout à l'heure. Alors nous allons commencer par cette situation de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vrai que la RDC a quand même pris de l'avance par rapport à nos adversaires, c'est-à-dire à cette rébellion du M23, qualifiée des terroristes par la République démocratique du Congo. Comment vous avez trouvé les discours du chef de l'État à l'occasion de ces échanges de vues avec le corps diplomatique? Bon, concernant cette situation que notre pays est en train de subir dans sa partie Est, c'est une situation que nous déplorons tous. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il faut continuer à déplorer sans envisager aucune piste de solution? Non. Puisque le chef de l'État a même demandé les sanctions à la communauté internationale, les sanctions contre le Rwanda. Oui, mais parce que c'est là que nous voulons intervenir, en disant que le chef de l'État, il est temps pour lui de comprendre que tout ce qu'il peut attendre de cette fameuse communauté internationale, il n'aura pas selon ses attentes. Parce que cette communauté internationale... Vous pensez que c'est une peine perdue? C'est une peine perdue parce que c'est depuis plusieurs années que cette communauté internationale existe et il n'a jamais trouvé de solution à notre situation. Je vais faire ici une analyse comparative. Lorsque la France demande à ce qu'il y ait dialogue, vous pensez que c'est de la poudre aux yeux? Non, non, on est en train de vendre la poudre au chef de l'État, mais apparemment il ne comprend pas. Je ne sais pas si parce qu'il n'a pas de conseillers, ou soit parce qu'il est têtu, qu'il n'arrive pas à écouter les conseils qu'on lui c'est donne le chef de l'État. Par ses conseillers. C'est ça le problème. Le chef de l'État est en train de compter. Il est le garant du bon fonctionnement. Non, non, écoutez. Il est le magistrat suprême. Vous devez me laisser le temps de pouvoir allez-y, parler. Maître, allez-y. Il ne comprend pas une fois pour toutes. Le chef de l'État aujourd'hui veut nous faire croire que la France et cette fameuse communauté internationale sont ses partenaires privilégiés. Et alors que c'est la France qui continue, la France, les États-Unis, la communauté internationale, ce sont ceux qui sont les tireurs de ficelles sur cette guerre-là. Ils ne veulent pas que cette guerre termine parce qu'ils trouvent leur gain de cause. Mais c'est du déjà entendu. Non, écoutez, je vais finir ici en donnant un exemple à ce qui se passe à la Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Lorsque la guerre de la Russie contre l'Ukraine touche les intérêts de l'Union européenne, de la communauté internationale, des États-Unis, vous et moi, nous avons vu comment et l'Union européenne et les États-Unis et tout ce que vous citez là, combien ils se sont mobilisés. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 100 milliards de dollars pour soutenir les efforts de guerre de l'Ukraine. La Russie qui était déjà forte en équipement militaire. Oui. Et en hommes, et en argent, et en instruments de guerre. Ils sont en train de soutenir l'Ukraine. Tout simplement parce que leurs intérêts, cette guerre met à mal leurs intérêts. Mais contrairement avec ce qui se passe en RDC, parce que pendant cette guerre, qu'ils utilisent leurs moyens pour prendre nos minéraux, tout ça, ils n'auront jamais besoin que cette guerre se termine. Voilà même la position de Macron qui dit qu'on doit dialoguer avec ces groupes armés. Nous allons dialoguer avec eux sur base de quoi? Et pour avoir fait quoi? Mais on ne va pas quand même rester longtemps qu'est-ce que nous devons attendre dessus, oui. Qu'est-ce que nous devons attendre comme résultat de ces groupes rebelles?
Tout simplement parce qu'on va finir en vous disant, non, écoutez, on doit faire le mixage, le brassage, tout ça, pour infiltrer encore de nouveau notre armée. Non, je vous informe que le chef de l'État lui-même a dit que négocier avec la M23 serait une insulte face à la mémoire de... C'est inadmissible, et c'est là où je salue la position Congolais du chef qui sont de l'État, tués, au moins une fois, ouais. Lorsqu'il prend la décision de dire que jamais, jamais on ne va pas dialoguer avec eux. Mais est-ce qu'il faut se limiter seulement au niveau de ce discours? C'est que le chef de l'État, en disant ça, nous saluons, parce que c'est une position qui est quand même admissible, mais il doit comprendre également que le salut du peuple congolais, le salut de la RDC ne viendra jamais, jamais alors jamais, de l'Union européenne, moins encore des États-Unis. Alors, c'est quoi la solution? La solution, lui, c'est le chef de l'État qui doit proposer une solution. La fois passée, il avait dit qu'à la moindre escaramouche, il va réunir les deux chambres à congrès pour obtenir l'autorisation de déclarer la guerre contre le Rwanda. Chose qu'il n'a jamais fait. On ne sait pas s'il est en train d'attendre que combien de Congolais meurent. Vous voulez que la RDC fasse la guerre au Rwanda? Messieurs les journalistes, tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne à l'objectif. Si les négociations ne suffisent pas, si la diplomatie ne paye pas. Et des sanctions. Quelle est la des sanctions, le chef de l'État a demandé à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda. C'est rêver debout lorsque le chef de l'État pense que la communauté internationale va sanctionner le Rwanda. Depuis son premier mandat, il a demandé que le Rwanda soit sanctionné. Aujourd'hui, nous sommes à 6 ans. Est-ce que lui pense que la communauté internationale va sanctionner le Rwanda, alors que le Rwanda continue à signer des accords de partenariat avec la communauté internationale, chose qui n'arrivera jamais. Et même si ils arrivent à sanctionner, ils vont les prononcer de manière verbale, quoi qu'ils ne vont pas le dire. Et donc, le chef de l'État devra comprendre qu'il est temps de prendre une décision courageuse. S'il faut déclarer la guerre, c'est aussi un moyen. Non, mais les FARDC n'ont pas baissé les bras. Parce que la guerre sur terrain, les FARDC n'ont pas baissé les bras, oui. Vous n'allez pas me Il faut que vous le sachiez, oui. Que si la RDC se décide aujourd'hui de bombarder le Rwanda, du matin au soir, même pas du matin au soir, s'il y a 5, 10 bombes qui tombent à Kigali là-bas, vous allez voir que Kagame va changer sa position. Et même son peuple va comprendre que maintenant les choses sérieuses commencent. Tout simplement, il ne change pas parce que la guerre se fait dans nos sols avec le supplétif du M23. Si seulement on peut arriver à bombarder ce Rwanda, même pendant 3-4 heures du temps, ils vont comprendre que les choses sérieuses commencent et ils vont changer bombarder le Rwanda, sur votre position là-dessus, oui. Maître. Un mot quand même pour nos FARDC qui sont au front et qui continuent quand même à faire preuve sur ce patriotique. Bon, moi, en tant que fils né dans la famille militaire, je ne peux que saluer ces efforts-là qui sont en train d'être prouvés sur le terrain. Ils ont besoin de ça. Hein. Oui, nous les encourageons. Ils ont besoin de vos énergies positives. Nous les encourageons et nous les souhaitons bonne chance parce qu'ils sont en train de combattre pour une guerre injuste nous imposée par les forces, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, toutes ces forces qui se disent des grandes puissances mondiales. Ils nous imposent une guerre tout simplement parce qu'ils convoitent nos richesses. Au lieu de venir négocier par des canaux appropriés, ils ont opté sur la guerre et les obtenir de manière illégale. Donc, courage à nos forces armées pour tous ceux qui sont en train de démontrer sur le terrain comme compétences et que Dieu ne manquera pas à pouvoir les accompagner. Voilà, ça c'est très important. Alors, nous abordons le deuxième sujet concernant le gouvernement souminois. Le remaniement se pointe à l'horizon. Quelle cote vous réservez à ce gouvernement jusqu'ici? Le gouvernement souminois, si j'étais leur professeur et qu'il fallait leur donner des cotes, je n'irais pas par 4 chemins. Il y en a qui ont jugé les bilans de l'argent positif. Hein. Ils auront 4 points sur 20. Oh, ouais, 4 points sur 20. 4 points sur 20, c'est-à-dire un échec non délibérable pour ceux qui ont eu le temps de passer à l'université. Un échec qu'on ne peut même pas vous délibérer. Et les contrepoints là, comment est-ce qu'ils l'ont obtenu?
Les 4 points, c'est par l'implication. Il y a la présence d'un seul ministre que je salue. Et je regrette amèrement de ne l'avoir pas voté comme président de la République. Je voudrais ici parler du ministre de l'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Parce que lorsque vous voyez comment est-ce que Constant Moutamba est en train d'amener ce secteur de la justice, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui avait déjà une vision sur ce qu'il pouvait faire une fois arrivé à ce niveau-là, de ministre de la Justice. Il avait déjà les canevas de ce qu'il peut mettre en œuvre. Et c'est ce qu'il est en train de prouver. Mais lorsque vous prenez les autres... L'IAU, par exemple, non, qui a été plusieurs fois salué, dont les prouesses ont été saluées par le chef de l'État, ainsi que la plus grande partie de la nation. Écoutez, lorsque vous parlez du chef de l'État, souvent ce sont ses amis. Et ses amis et tout ça. Et je ne parle pas de ces gens-là. Je parle du ministre de la Justice. Que si ce gouvernement peut avoir à obtenir 4 points, c'est à cause du ministre de la Justice. Donc c'est lui qui a travaillé. C'est lui qui travaille et qui est en œuvre. Mais à ses côtés, il a le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est en œuvre. Jacques Chabani. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, nous saluons également ses performances. Avec l'opération Ndobo. Ses performances. Oui. Et je vous signale que je suis parmi les avocats qui plaident pour cette cause d'opération Ndobo. Les gens qu'on arrête prétendument... Quand même, vous avez aimé les résultats sur terrain? Non, écoutez, le résultat sur terrain et la manière dont les choses sont en train de s'organiser, nous saluons. Mais c'est ici pour moi l'occasion pour moi de lancer un cri. J'ai peur que vous ne vous contredisiez, puisque vous avez parlé d'un seul ministre qui s'est distingué. Non, lorsque j'ai parlé de 4 points, c'est-à-dire il y a un échec non délibérable. Il n'y a pas de contradiction là-bas. Vous pouvez prendre M. Constant Moutamba, il peut avoir... Oui, puisque maintenant vous êtes d'accord avec moi que Jacques Chabani a aussi, oui. Il peut avoir les ministres de l'Intérieur. Je parle du secteur. Quand je parle du secteur de la justice, je vois tous ces acteurs-là. Si. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, je profite de cette occasion pour lancer un cri d'alarme. Féliciter Jacques Chabani quand même. Écoutez, je vais les féliciter à la fin. Pour lancer un cri d'alarme que monsieur le ministre de l'Intérieur, en tout cas, je suis l'un des avocats qui plaide la cause de ces jeunes qu'on appelle Koulouna. Monsieur le ministre, si, avec toute humilité, si vous pouvez arriver à programmer une série de formations des OPJ, ça sera quelque chose que vous allez laisser dans les annales de la justice congolaise. Comment ça? Parce que qu'est-ce que nous trouvons? Il y a des OPJ, la constitution de notre pays, article 18, si je ne me trompe pas, prévoit, ou 19, détermine la durée de la détention pour qu'une personne soit déférée, soit au parquet, soit relaxée, à 48 heures. Mais pendant cette opération-là, partout où nous sommes passés pour plaider ces affaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a des OPJ qui arrêtent des gens et qui font avec les gens en détention, en garde en vie, pendant 2 mois. Oh! Je vous dis, c'est vérifiable. Pendant 2 mois, quelqu'un peut vous dire, j'ai été arrêté. Donc le ministre de la Justice avait raison. Pendant 2 mois, on arrête quelqu'un au niveau de la garde en vie. Et on ne sait pas par quel mécanisme, du coup, une personne pareille, on les présente devant une procédure de flagrance. Alors que la loi qui organise la flagrance ne dit pas, ne prévoit pas les choses de cette façon-là. Mais ça n'empêche qu'on puisse évoluer sur terrain avec l'opération Ndobo. Ou les lendemains. Donc la loi parle de 24 heures. Donc en dehors de 24 heures, la personne poursuivie par la clameur publique devra faire objet d'une procédure de flagrance devant le juge. Mais lorsque vous venez avec une personne arrêtée 2 mois passés, pour qu'il passe à la procédure de flagrance, là on ne sait pas comprendre. Nous avons intérêt à redorer l'image de notre justice congolaise. Parce que sinon, c'est de la honte. C'est la honte pour notre justice, c'est la honte pour la justice congolaise. Si les choses doivent continuer à être faites de cette manière-là. Et la majorité des OPJ, ils n'ont ni qualité d'OPJ, ce sont des gens qui, ni qualité ni titre, qui verbalisent les gens et qui les mettent dans ces conditions-là. Mais là, vous interpellez le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, parce que c'est dans ses attributions. Donc, si le ministre de l'Intérieur peut arriver à organiser des formations des OPJ et donner
à la police, les OPJ compétents, attitrés, capables de pouvoir faire correctement le travail, ça sera une très bonne chose que de continuer avec ceux qui sont sur place, sur terrain, sur 100%, monsieur le journaliste, croyez-moi, il y a 10% des OPJ qualifiés qui instruisent les dossiers au niveau de la police. La preuve, c'est que si vous regardez même beaucoup de jugements qui sont déjà rendus en matière de flagrance, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont été arrêtés un mois passé, 2 mois passés, et qui sont présentés à procédure de flagrance. On ne sait pas, il s'agit, c'est du nouveau droit. Donc voilà ce que je peux dire ou faire commentaire. Encore qu'il ait eu la chance d'être reconduit. Et puis là, le chef de l'État devra miser sur les capacités pour son prochain gouvernement. Et qu'il est temps, parce que c'est son dernier mandat, il ne peut pas continuer à mettre des gens comme ça, parce qu'il y a des listes qui arrivent de partout, tout ça. Mais s'il peut compter sur la compétence déjà, il fera une œuvre utile que de continuer à faire des complaisances. Jusqu'ici, Jacquemain Chabani est dans la bonne logique. Oui, jusqu'ici, s'il faut reconduire les gens, en tout cas, ça c'est un point de vue qui me concerne. Je sais déjà que vous avez... Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, celui de la Jeunesse, sont ceux qui ont obtenu la note la ministre de la Jeunesse considérable. Je ne connais même pas le ministre de la Jeunesse, je ne connais même pas son nom. Ce sont des gens qu'il faut... La TikTokeuse. Oh non, c'est quand même une personnalité importante. Il y a aussi Doudou Famba. Pour avoir fait quoi? Qui a fait de preuves. Il a fait quoi? C'est vous qui êtes observateur, averti. Mais nous, moi je vous parle des gens que j'ai vus sur terrain, des gens qui ont essayé de faire quand même un travail acceptable. Mais tous ceux que vous citez là, je ne les connais même pas moi. Alors si vous étiez demandé de conseiller au chef de l'État quant au remaniement qui se pointe à l'horizon, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais au chef de l'État de voir tous ceux qui ont atteint, tous ceux qui ont fait, qui ont été ministres déjà 3 fois, qu'ils les mettent d'abord de côté pour donner de la chance. Donner de la chance à la nouvelle énergie. Et voilà Moutamba, une fois ministre, voilà ce qu'il est en train de faire. Il n'a jamais été ministre, sauf erreur de ma part. Vous parlez trop de lui, hein? Oui, sauf erreur de ma part. Voilà comment le travail qu'il est en train de faire. Parce que la jeunesse, c'est une force. Et la vieillesse, c'est une faiblesse. Lorsque vous voyez les ministres des Transports, tout ça, ce sont des gens déjà fatigués, des gens qu'on pouvait déjà mettre, je ne sais pas, en prison pour avoir menti toute une nation en disant et je ne vous l'accorde pas. Que ils vont acheter 60 avions, tout ça. Ce sont des gens qui s'amusent, ils s'amusent avec la survie de toute une nation et ce n'est pas propre. Donc, le premier critère sur lequel le chef d'État devrait miser, c'est de voir d'abord qui ont déjà été ministres en 2 reprises. Tous ces gens-là sont distinctions. Mais Jean-Lucien Boussa, non, mais écoutez, JP, qui vous dit que dans cette République, à l'exception de Jean-Lucien Boussa, on ne peut plus trouver quelqu'un qui peut faire un travail. À l'exception de Julien Paloukou, qu'on ne peut plus trouver quelqu'un qui peut rendre un service à cette nation. Non. C'est quand même de tête. Il faut arrêter. Preuve, oui. Ils peuvent servir la nation autrement. D'une gestion efficace. Ce n'est pas seulement tout en étant ministre. Ils peuvent servir la nation tout en étant ailleurs, dans d'autres services. Ce n'est pas seulement être ministre. Et la première ministre elle-même, elle a été aussi objet de beaucoup de critiques. Judith Suminwa, vous pensez qu'elle peut continuer? Comme ça, on a un gouvernement Suminwa-D. C'est de là que je parle de complaisance. Le chef de l'État doit comprendre qu'il gère toute une nation. Et que lorsqu'on gère une nation, il y a des principes qu'on ne peut pas déroger. Notamment la méritocratie. Vous allez prendre une dame comme ça, je ne sais pas, tout ça, et alors qu'il a été ministre du plan, tout ça, au plan, vous allez vous interroger sur ce qui a été fait comme bilan là-bas, et directement il est premier ministre, c'est compliqué. Donc il faut quitter déjà ce stade-là de complaisance et arriver à tenir compte de la méritocratie, mettre des gens qu'il faut dans des places qu'il faut. Donc si je comprends bien, pour vous, selon vous, un nouveau gouvernement suffirait? Un nouveau gouvernement avec de nouveaux acteurs capables de pouvoir redorer
l'image de notre nation, ça sera idéal que de conduire des gens qui sont déjà fatigués, avec beaucoup de problèmes qu'ils ont causés dans le passé, et les conduire toujours dans le gouvernement. Ça, c'est vouloir une chose et son contraire, parce qu'ils ne vont produire aucun résultat. Je parlais tantôt du ministre des Transports. Allez-y, regardez. Vous et moi, on a apprêté cette voie-là. Où est-ce qu'on va, on va rouler? Les ministres il n'y a pas de route, des il n'y a ITPRJ pas Zaro. quoi que ce soit. Oui. Il n'y a pas quoi que ce soit. Toute la ville, il y a Opération des trous. Zéro Trou. Il y a des trous partout, alors qu'ils Sous, nous ont inventé Samaloukonde l'opération aujourd'hui. Zéro Trou, tout ça. Il y a des trous partout. Donc, une distance que vous pouvez faire 1 heure du temps, vous pouvez faire 4-5 heures du temps. À cause des embouteillages, à cause de mauvaises conditions de route. Donc, vous comprendrez que ce sont des gens sans aucun projet, et sans quoi que ce soit, mais ils sont là parce qu'on se connaît, des amis, ainsi de suite. Or, tout ça, ça ne permet pas à ce que notre nation puisse évoluer ou se développer. Ça ne vous engage que vous, maître Jean-Paul Il Longala. faut les arrêter, les gens comme les... Tournons la page. On prend le 3e thème puisque les temps nous fait de faux. Comment vous trouvez la démarche de réforme constitutionnelle? Puisque il y en a qui parlent du changement, il y en a qui parlent de la révision, mais le chef de l'État a choisi de parler en termes de réforme constitutionnelle. Vous allez vous rappeler, M. Juppé, que moi, quand je venais ici sur ce plateau, en tant que membre du MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, en 2019 déjà, nous auquel vous avez déjà tourné les dos. Oui, nous on parlait déjà du changement de l'actuelle constitution. Parce que nous avons estimé que c'est... Avec Justin Moudé-Kéréza. Oui, c'est une constitution qui met à mal le développement de notre pays. Beaucoup ne savent même pas qu'il a été aussi candidat président voilà, de la dommage, République, hein, candidat malheureux. Contrairement... Vous évitez de parler trop de lui, hein, avec la démarche des acteurs enfin, actuels. je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, allez-y. Avec la démarche actuelle du chef de l'État et sa famille politique, qui misent leurs explications sur l'article 217. Oh non, écoutez, la Constitution permet ce qu'on sait d'une partie de l'autre. Non, ça c'est un argument orphelin. Nous, et pourtant, vous étiez d'accord pour le changement de la Constitution. Nous étions d'accord et nous y demeurons. Ok. Nous y demeurons. Et donc, vous rejoignez le chef de l'État. Mais quels que soient les arguments, oui. C'est lui qui nous rejoint. C'est lui qui nous rejoint parce que nous avons tout un état de choses. Non, mais attention, n'oubliez pas qu'il appartient à un parti politique, l'UDPS, qui avait déjà dit ça en 2006. Une fois l'UDPS au pouvoir, nous allons changer la Constitution. Non, l'UDPS avait dit ça en 2006, si. Mais qu'en est-il de 2011? Nous étions, moi qui vous parle ici, les Martin Fayoulou, le Caméré, Jean-Pierre Bemba et tous ces gens-là, nous avons organisé des marches pour dire ne touchez pas à ma constitution. À une époque où Félix était le président du Rassemblement, donc toutes les forces de l'opposition réunies au sein du Rassemblement, on a sorti même un slogan, on disait ne touchez pas à ma constitution. Oui, mais puisque Joseph donc Kabila, vous n'avez pas raison de dire aujourd'hui que c'est l'UDPS qui est génitaire de cette proposition. Tout simplement puisque vous dites que Félix Tshisekedi vous a rejoint. Et oui, Félix Tshisekedi nous a rejoint sur notre démarche d'obtenir soit les changements de la Constitution, soit la révision systématique de la Constitution. Et nous avons des arguments pour soutenir cette position-là. Contrairement avec Ndeko Félix et tous les DPS là. Nous disons par exemple, il y a des institutions budgétivores qui n'apportent rien, qui ne contribuent en rien au développement de notre pays. Lesquels, notamment, je ne vais pas les détailler tous, mais je vais vous parler ici, par exemple, du Sénat. Lorsqu'on pose la question sur la mission du Sénat, on vous dira non, écoutez, ils font la seconde lecture de la loi. Est-ce que c'est chaque mois que nous faisons la lecture, que nous votons des lois? Non, absolument. Mais c'est chaque mois que ce Sénat vous dépasse plus de 2 millions de dollars régulièrement, chaque mois. Le Sénat a été supprimé au Sénégal par Macky Sall. Le Sénat, plus de 2 millions de dollars chaque mois. Est-ce que vous trouvez que c'est important de supprimer l'institution Sénat dans notre pays? Oui, oui.
dans notre démarche, il faut supprimer les Sénats, par exemple. Lorsqu'on vous parle des assemblées provinciales, chaque assemblée provinciale a au moins 10 ministres. Et dans chaque cabinet de chaque ministre, il y a au-delà de 10 membres. Tout ça. Et qu'est-ce qu'ils apportent? Il y a également, lorsqu'on parle du gouvernement provincial. Oui. Mais oui. Vous avez tendance à confondre avec l'Assemblée provinciale. Je suis en train de vous montrer l'Assemblée provinciale. De ça que je parle. Je suis en train de vous montrer les institutions auxquelles on doit supprimer dans cette constitution. Et donc, vous ne trouvez pas l'importance de l'Assemblée provinciale? Le Sénat également. À surveiller le gouvernement provincial. Ouais, non, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, lorsqu'on vous dit que les gouverneurs doivent être votés par les députés provinciaux. Or, dans la pratique, ces députés provinciaux s'organisent avec leurs gouverneurs. Pour chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ils vont faire pression au gouverneur. Nous allons te destituer. Et finalement, le gouverneur va prendre l'argent dans la caisse de l'État et distribué aux députés. Et donc vous optez pour la suppression, l'abolition de l'Assemblée provinciale. Et que la désignation du gouverneur, on change du vote à la désignation, que ça revient exclusivement au pouvoir du chef de l'État. Que le chef de l'État lui-même désigne des gouverneurs, les acteurs qu'il estime à mesure de pouvoir l'accompagner dans sa vie. Mais vous ne trouvez pas que nous courons les risques de mauvaise gestion dans la mesure où le gouverneur reste seul avec son gouvernement sans être contrôlé par si le gouverneur une institution? Si le gouverneur reste seul avec son gouvernement, sans être contrôlé par... Mais il est redevable vis-à-vis de son autorité de nomination. Il y a ce qu'on appelle en droit administratif le parallélisme des formes et des compétences. Alors, ça dit que le chef de l'État ne doit pas... Le chef de l'État à venir, pas Félix, ne doit pas désigner... Non, parce qu'il est à son fin mandat et qu'il est en train de partir. Non, mais c'est possible qu'il y ait changement de la Constitution et que... Ah, voilà maintenant, vous vous dévoilez. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Qu'il faut changer la Constitution. Donc, quand vous parlez de vous, moi, je suis journaliste. Non, je parle Oui. Bon, voilà, je parle de ces gens-là, les partisans du changement de la Constitution sous format proposé par le chef de l'État actuel. Donc, leur vision, c'est changer la Constitution et donner la possibilité à Félix de venir se représenter avec la nouvelle Constitution. C'est vous qui le dites, moi j'ai parlé d'une possibilité, tout simplement. Nous, selon notre proposition, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, puisqu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle aussi du mandat du chef de l'État qui n'a que 5 ans. Avec les 5 ans, avec tout ce qui est arrivé, il faut encore attendre que l'informateur a identifié la majorité parlementaire avant la nomination du gouvernement. Est-ce que vous ne réalisez pas que le chef de l'État n'a pas assez de temps pour matérialiser sa vision? Non, mais c'est de là le problème. C'est là lorsque nous parlons de la révision systématique de la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a des points auxquels on doit toucher. On doit toucher parce que, par exemple, j'ouvre une parenthèse, où nous avons un Premier ministre qui, à principe, doit être redevable vis-à-vis de son gouvernement. Et pourtant, le chef de l'État, vis-à-vis du peuple, c'est au chef de l'État qu'on demande des comptes. Alors que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc, cette situation-là, ça pose aussi un problème. Un peu de cacophonie. Hein? Un problème énorme. Donc, ce sont des modèles qu'on a importés de la France. Et pourtant, la France, ils ont quel budget? C'est au-delà de 500 milliards de dollars. Alors, s'il faut admettre que Félix Tshisekedi a peiné pour matérialiser sa vision avec un délai aussi très court, pourquoi ne pas lui donner cette chance-là qu'à l'occasion du changement de la Constitution, qu'il ait assez de temps pour qu'on le voie à l'œuvre quand même? Non, non, cette possibilité devient de plus en plus impossible, tout simplement parce que M. Félix, lorsqu'il a bâti sa campagne, nulle part il a fait allusion au changement de la Constitution actuelle. Et pourtant, dans des pays syriens, j'aspire, auquel l'RDC également aspire, on ne peut évaluer quelqu'un que sur base de ce qu'il a donné comme promesse, de ce qui a été comme son cahier de charges. Mais nulle part... Et l'État ne lui a pas permis. Les délais non. impartis. Pendant qu'il bâtait sa campagne, il avait tout le temps de dire... Parce qu'il avait présenté un cahier de charges au peuple congolais. Qu'une fois vous me votez, voici ce que je vais faire.
Alors, il n'a jamais parlé Mais de il y a des changement. contraintes, Il n'a jamais notamment, parlé, il n'a jamais parlé. notamment ces délais très courts. Dans ce cas, nous allons tous admettre qu'il est en train de découvrir tout un État au pouvoir, qu'il ne connaissait absolument rien et qu'il est en train de découvrir Non, tout mais un c'est la État au Constitution pouvoir. qui est le problème, maître. C'est lui il est en train de découvrir tout un État au pouvoir. Et pourtant, s'il connaissait, on ne vient pas découvrir tout un État au pouvoir. C'est de là que je parlais de Constant Moutamba. Il subit, c'est la loi C'est de là fondamentale. que je parlais de Constant Moutamba. Lorsque vous prenez Félix, vous le mettez à côté, Moutamba à côté. Non, mais Félix, vous c'est quand allez même le chef de comprendre. l'État. Il est au-dessus de C'est la le chef mêlée, de il l'État, n'est pas mais confondre avec le ministre. Quand même. Dans la pratique, je prends juste un exemple. Je voudrais dénicher maintenant comment est-ce qu'on ne vient pas découvrir tout un Moutamba État. applique la vision du chef de l'État. Tout Ça, il ne un faut pas État- l'oublier, maître. Tout un État Oui. au pouvoir. Oui. Mais on vient au pouvoir pour faire appliquer ce que vous avez déjà constaté comme défi à relever. Et vous avez déjà préconisé des mécanismes Vous et moi, nous sommes d'accord que pour Constant relever- Moutamba est en train d'appliquer la vision du chef de l'État. pour relever D'accord. ces défis. Bon, ça c'est... D'accord. Mais pourquoi les chefs de l'État les autres n'arrivent pas à faire sa vision? Tout ça, c'est là je voudrais que même ceux qui nous suivent comprennent une fois pour toutes que Moutamba, avant d'être ministre de la Justice, lorsque vous regardez même ses archives, il avait déjà une vision, une image de la justice qu'il voulait donner à ce pays. C'est comme ça qu'une fois arrivé au pouvoir en tant que ministre de la Justice, il est en train de mettre en application ce qu'il avait déjà conçu avant d'être ministre de la Justice. Contrairement, si c'est vrai ce que vous dites, mais pourquoi d'autres ministres n'arrivent pas à faire la même chose que lui dans leur secteur respectif? Mettre notre temps à toucher à Donc, sa fin. Juste un mot par rapport à cette constitution. Non, ce n'est pas un mot. Oui. Bon, je dis aujourd'hui, au moment où nous vous parlons ici, cette démarche de changement de la révision constitutionnelle devient très difficile. Pourquoi? Parce que... Difficile. Oui, difficile. Parce que Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège, l'état d'urgence à l'est de notre pays, alors que la Constitution interdit toute tentative de la révision constitutionnelle ou de changement. De la révision, il ne parle pas du changement, pendant l'état de siège ou l'état de guerre, ainsi de suite. Alors, si même pour respecter ne serait-ce que la forme, à l'ère qu'il est, on ne peut plus envisager un changement ou une révision de la Constitution. S'il faut le faire, alors à ce moment-là, il doit commencer par lever cette mesure-là, même de manière superficielle, ou pour permettre à ceux qui se conforment à l'actuelle Constitution. Et maintenant, pour soulever les débats sur la vision, ce n'est pas à Félix Tshisekedi de désigner une commission qui doit analyser cette probabilité. Parce qu'il n'a pas qualité. Lui fait Non, partie... mais l'article 218... Non, lui fait partie aux acteurs. Alors, donc, il doit convoquer soit un dialogue où il mettra tout le monde, tous les acteurs autour d'une table et que la désignation, n'est-ce pas, de membres qui devra, ou des animateurs de cette coordination, puisse sortir de ces assises-là pour permettre à ce qu'on ait la proposition d'une constitution qui ne sera pas partisane, comme nous le voyons aujourd'hui. Voilà un peu la démarche qu'il faut faire. Parce qu'il y a aussi des conditions. Et cette constitution-là, cette démarche-là ne sera pas faite avec qui ici? Le président de la CENI ici. Kadima. Oui. Kadima, parce que Kadima a déjà démontré ses limites. Là, j'ai fait allusion au référendum parce que ce projet devra faire objet d'acceptation ou non à travers le référendum. Kadima a eu à proclamer des gens députés, des gens qui n'ont jamais été candidats aux élections, mais il a eu à les confirmer comme députés. Donc, vous comprendrez la médiocrité de cette institution-là, CENI, dans sa configuration actuelle. Alors, pour finir, des journalistes, je voudrais ici donner des messages. Il y a le premier, je voudrais saluer les performances de M. Ahmed Balavo, imam, qui a créé une fondation, c'est-à-dire c'est un jeune qui a créé une fondation où il est en train d'encadrer des jeunes en informatique, en esthétique, à toutes sortes de travaux là. Et ces jeunes qui ont été une fois considérés comme des jeunes désœuvrés, aujourd'hui, ils sont devenus des hommes utiles à la société. Merci beaucoup. Alors, le deuxième message pour finir. Terminer rapidement. Nous avons
une grande campagne au sein de l'église. Oh, Ouais, une grande campagne. vous au êtes sein pasteur, diacre? Non, je suis croyant. Ok. Je suis croyant du message du temps de la fin. Ah, d'accord. Une campagne qui doit se tenir au niveau de quartier Livolo, en Réguénie, sur l'avenue Université numéro 11, chez les pasteurs Kankolongo Jansi. Merci beaucoup. Et Bien que ce n'est pas un cadre approprié. Non, c'est un message parce qu'il y a Ouais. des gens qui sont en difficulté. Vous avez les conditions dans Merci le pays. beaucoup. Merci, Et puis on invite maître. tout le monde là-bas. Merci d'avoir répondu à cette émission. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ces plateaux du magazine Excellence. Merci à l'équipe qui m'a tenu compagnie. Je vois Francis et Clovis qui ont été à la réalisation. Également Adonis Mbongo qui va nous aider au montage de cette émission. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.